Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Le thème aujourd'hui, l'enseignement alternatif. Existe-t-il une autre voie que la pédagogie scolaire classique? Eh bien, les débats sont ouverts, c'est parti. Le système scolaire classique parvient-il toujours à convaincre? En tout cas, de plus en plus de familles décident de s'orienter vers l'éducation alternative avec des approches pédagogiques presque à la carte. Cette éducation a rarement pour cadre l'enseignement public. On la trouve principalement dans des établissements privés ou dans le cadre de l'instruction en famille. Eh bien, on va en parler avec nos invités. Bonjour à tous. Alors, Stéphanie Simbaud, bonjour. Bonjour. Vous avez 5 enfants et vous êtes également enseignante dans un collège en Creuse. Et vous avez fait le choix, donc, pour vos enfants, avec votre mari, de ne pas du tout les scolariser. Noémie Padelou, bonjour. Vous êtes co-directrice de l'école Montessori Les Papillons à Verneuil-sur-Vienne, en Haute-Vienne. Christelle Brianchon, vous êtes sage-femme, vous êtes également la gérante de 2 crèches à Limoges, dont Paul et Zoé, et vous êtes en train de créer une nouvelle école alternative à Limoges à horizon 2020. David Roux, bonjour. Vous êtes le doyen des inspecteurs du second degré de l'Académie de Limoges et vous êtes chargé du dossier des établissements hors contrat pour le contrôle. Et puis Marie-Michèle Bourrat, bonjour. Vous êtes pédopsychiatre au centre hospitalier de Saint-Vaury en Creuse. Merci à tous de participer à cette émission. Alors, on va commencer cette émission avec quelques chiffres. Actuellement, dans l'Académie de Limoges, il existe 5 établissements hors contrat, plus une demande en cours. Les élèves scolarisés à domicile représentent moins de 0,3% du total des effectifs des élèves de l'Académie, soit à peu près 340 élèves. Donc, 340 élèves scolarisés à la maison, c'est assez marginal. L'enseignement classique, c'est un enseignement frontal avec une hiérarchie, un enseignant face aux enfants. Stéphanie Simbaud, vous ne scolarisez pas vos 5 enfants. Vous êtes aussi professeure de français au collège de Chénérail en Creuse. Pourquoi ce choix ? En fait, c'est une réaction suite à la première année qu'Augustin, notre fils aîné, a passé à l'école en petite section maternelle et ça s'est très mal passé. Il était malheureux, on ne savait pas à ce moment-là que l'école n'était pas obligatoire. Que seule l'instruction l'était et on l'a retiré pour juste attendre un petit peu. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé, qu'on a découvert que seule l'instruction était obligatoire et qu'on y a pris goût. Marie-Michèle Bourrat, est-ce que ce système frontal scolaire, selon vous, est-ce qu'il convient à tous les enfants ? Alors, quand je vous ai entendu dire frontal, j'ai un peu tiqué parce que je ne suis pas sûre que l'enseignement soit frontal. Par contre, l'enseignement est un enseignement de transmission. C'est-à-dire que dans la petite enfance, ce sont les parents qui apportent les éléments de l'éducation des enfants et ensuite ils passent la main. Il donne la main à des personnes qui sont spécialisées dans cette fonction-là. Et normalement, c'est comme ça que se passait le processus d'apprentissage. C'est les parents qui autorisaient leur enfant à apprendre les choses de la main de quelqu'un d'autre. Donc je trouve que le terme frontal durcit un peu trop les choses. D'accord. David Roux, l'instruction des enfants, elle est obligatoire de 6 à 16 ans, mais pas l'inscription à l'école. Alors, effectivement, de 6 à 16 ans, la loi est en train de changer, ce sera très bientôt 3 ans. Ce qui est obligatoire, effectivement, c'est l'instruction. Par contre, nous vivons dans un cadre de liberté de l'enseignement en France. En pratique, ça veut dire 2 choses. Que les modalités d'enseignement sont libres. Les familles peuvent choisir une école publique, une école privée sous contrat, une école privée hors contrat, ou bien effectivement l'instruction dans les familles. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est l'obligation d'instruction. Au terme de la scolarité obligatoire, il y a un certain nombre d'objectifs d'apprentissage qui doivent avoir été atteints. Tout ça, on va en parler bien précisément. Oui. Stéphanie Simbaud, cette semaine, l'une de nos équipes s'est invitée chez vous. Cela va nous permettre de mieux comprendre votre façon de fonctionner avec vos enfants. Et je précise que donc c'est votre mari qui est père au foyer. On va regarder le reportage de Lola Baudin-Adriaco et Thomas Milon. Passez une bonne journée. La scène est atypique. Chaque matin, ce sont les enfants qui embrassent leur mère. Professeure des collèges, elle est la seule à aller à l'école.
Dans la famille Simbaud, on ne fait rien comme tout le monde. Augustin, Adèle, Anatole, Amaury et Angeline jouent de la musique. Lise bricole ou jardine. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. On a voulu faire ça, papa nous a dit il y a des petits marronniers là qui ont poussé, et puis on s'est donné l'idée de faire ça. Le tout sous l'œil bienveillant de Hervé, père au foyer. Ils se débrouillent, hein. Ils vont faire leur expérience seuls. S'ils s'aperçoivent que les marronniers ne vont pas plus loin dans leur cycle de vie, c'est qu'ils se seront trompés. L'instruction libre, une décision que la famille a dû prendre il y a 11 ans. On a rencontré des soucis avec Augustin qui était scolarisé dans sa première année de scolarité. Et cela a transformé totalement l'enfant qu'il était, puisque lui s'est considéré comme étant enfermé entre quatre murs, avec des obligations qu'il n'avait pas choisies à ce moment-là. De fil en aiguille, on a déscolarisé Augustin. Après, on ne se pose pas la question. Les enfants qui ont suivi, on ne les a pas scolarisés. Et petit à petit, on a vu qu'ils développaient aussi des centres d'intérêt et que petit à petit, ils pouvaient aussi apprendre seuls. Aller à l'école, pour ces enfants, c'est inenvisageable. Pour moi, il faut prendre le temps, ça me donne pas envie. Quand les gens parlent de l'école, ça me crispe, j'aime pas ça. Moi, ce que je veux, c'est trouver en eux la flamme qui les anime, la passion, et après, ils arriveront à suivre les chemins qu'il faut pour se former éventuellement, pour apprendre dans leur domaine qui les prendront aux tripes. Là, je prépare le bac de français qui arrive rapidement pour après pouvoir me diriger vers des écoles de danse professionnelle. Appui. Pour atteindre ses objectifs, Augustin devra pousser les portes du Conservatoire national, mais aussi réussir les épreuves du baccalauréat. Alors Stéphanie Simbaud, on le voit, vos enfants, ils font plein de choses, Oui. mais est-ce qu'ils suivent un calendrier scolaire? Est-ce qu'ils travaillent sur des manuels scolaires ou pas du tout? Pas du tout. Voilà. Comment vous faites? On est dans alors l'instruction libre, c'est-à-dire qu'on les laisse évoluer, j'ai envie de dire tranquillement, et on les laisse aller seuls vers les apprentissages. Mais à un moment, il faut bien apprendre des choses. L'histoire, par exemple. Eh bien, voilà, c'est ça. Il y a un moment, il faut apprendre des choses. Nous, comme le dit Hervé dans le reportage, on pense que le plus important, c'est de les observer aussi, vivre en faisant une multitude de choses. Et au bout d'un moment, d'essayer de percer et d'essayer de découvrir ce qu'il y a en eux et les compétences et qu'on les aide à développer tout au long de leur enfance. Alors, vous êtes enseignante au collège aussi, Oui. vous êtes professeur de français. Oui. Ça aide aussi, vous savez quelles compétences ils doivent obtenir âge par âge. Ça aide peut-être sur le français, enfin pas sur l'histoire, pas forcément sur les autres disciplines. J'ai envie de dire que c'est plutôt la pratique de l'instruction en famille qui enrichit, moi, ma pratique au collège et qui m'aide à voir les enfants différemment et à aller justement chercher le plus possible leurs compétences propres et les aider à développer ces compétences, notamment en les rendant le plus possible acteurs de leurs apprentissages. Alors justement, Augustin, là, votre aîné qu'on a vu dans le reportage, il n'a pas 15 ans encore, hein, il a 14 ans. Il va passer le bac de français en juin. C'est une sacrée belle réussite, quand même. Pas encore, mais en tout cas, en fait, c'est parce qu'il est contraint. Ce sont des enfants qui ont des objectifs très précis et qui se projettent dans l'avenir. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire Voilà, concrètement comme métier? Oui. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire comment on ne les oblige pas à faire tout ce qu'ils n'ont pas, eux, envie de faire, pas forcément de mathématiques, d'histoire, sciences physiques, biologie. Et là, ils ont développé des aptitudes de manière très forte. En tout cas, on parle d'Augustin parce que c'est lui le plus grand, c'est la musique et la danse. Donc là, on l'a aidé à développer ses aptitudes dans la danse. Il est entré dans un parcours pré-professionnel et il va essayer de passer un concours d'entrée dans ce conservatoire. Et il sait très bien qu'il faut qu'il passe un bac avant, parce qu'une fois qu'il sera dans ce milieu, il fera de la danse toute la journée. David Roux, est-ce qu'il existe des études sur la réussite de ces enfants qui ont un parcours hors scolaire, en fait, hors système classique? Alors, des études exhaustives, ça reste difficile à trouver parce que vous l'avez vous-même signalé en débutant cette émission, on est sur des effectifs qui restent extrêmement limités. D'autant plus que pour trouver des parcours scolaires complets, c'est-à-dire du tout début de la scolarisation jusqu'à, on va dire, l'âge du baccalauréat,
il y a en fait très très peu d'élèves qui ont toute une scolarité de façon continue dans le cadre de l'instruction dans les familles. Donc c'est assez difficile à quantifier, si vous voulez. Bon, après, nous, on constate quand même qu'il peut y avoir, lorsque les élèves dans l'instruction à domicile reprennent à un moment donné le chemin du collège ou du lycée selon les paliers, il peut y avoir parfois des difficultés d'adaptation, pas toujours sur le plan des compétences scolaires, parce qu'on a souvent, je pense que vous en êtes un exemple, madame, des personnes relativement éclairées quand même sur ce qu'on peut attendre en termes de compétences et de scolaires. C'est plus sur le comportement. C'est plus sur le comportement et la sociabilité développée ou non développée par un certain nombre d'enfants. Après, je ne trace pas de généralité, mais enfin, c'est vrai parce que tracer des généralités sur des petits effectifs, ça reste toujours... C'est un gros biais de la société actuellement de vouloir chercher la productivité chez l'enfant. Justement, on oppose souvent productivité et épanouissement, alors qu'en fait, l'épanouissement est un moteur. C'est un moteur qui va vous amener vers forcément de la productivité et de la productivité saine. On le voit d'ailleurs dans la famille de Stéphane. Et puis on a toujours tendance, nous c'est la première question qu'on nous pose, ils ne vont pas à l'école, mais la sociabilisation. Et on est toujours en train de dire comment est-ce qu'on peut aider un enfant à être sociable en le laissant, alors après je vais aller évidemment à l'extrême, en le laissant avec les mêmes enfants toute une année scolaire entre quatre murs. Là au contraire, ce sont des enfants qui vont vers les autres parce que leur vie, notamment ils ont formé une compagnie qui les amène à aller dans des EHPAD, dans des crèches, à accueillir des journalistes et une caméra chez eux, et puis ils n'ont pas de barrière non plus, ils peuvent aller vers toute catégorie d'âge. Et Marie-Michèle Bourrat, une réaction peut-être, cette liberté donnée à l'enfant, est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme que ces enfants aient du mal à accepter les contraintes peut-être du monde du travail ou du collège ou du lycée s'ils doivent y aller ? Comme vous le disiez très bien, c'est un problème individuel, mais on confond peut-être sociabilisation et contact avec l'extérieur. C'est assez facile d'aller à l'extérieur quand on est animateur de l'extérieur, quand on prend une position où on apporte quelque chose. Ça l'est beaucoup moins quand on est simplement un élément qui se fond dans le reste de la communauté. Et ce que je crains un peu, c'est cette dimension où on donne à l'enfant une position actuelle qui est une position centrale. Je pense à cette petite fille qui dit en maternelle « la maîtresse ne comprend rien ». Elle vient de rentrer en maternelle et la maîtresse ne comprend rien. La maîtresse ne comprend rien parce qu'elle ne répond pas à son attente immédiate. Or, apprendre qu'on ne va pas répondre à votre attente immédiate, ça fait partie des apprentissages. Du centre de l'éducation et de la constitution d'un noyau narcissique à l'intérieur de soi, si je veux employer mes propres mots. Pour avoir un narcissisme solide, il faut pouvoir résister à cette frustration. Donc, c'est plutôt par rapport à ça que je m'inquiéterais. Noémie Padeloup, cette famille, elle tente de maximiser l'autonomie de ses enfants. Est-ce que c'est ce que vous cherchez un peu à reproduire dans votre école Montessori à Verneuil-sur-Vienne ? Alors, c'est pas juste de maximiser l'autonomie, c'est de les accompagner dans leur autonomie et dans leur individualité. Chaque enfant est différent. Moi, mon travail au quotidien, c'est vraiment de faire en sorte que la petite flamme qui est à l'intérieur d'eux, ce ne soit pas la même petite flamme que l'enfant qui est à côté de lui. Comment vous les faites travailler concrètement dans une école Montessori ? Alors, ils ont un espace individuel, soit sur un tapis, soit sur une table. Et en effet, on prend le temps avec cet enfant, en fonction de là où il en est de ses apprentissages, en fonction de ses besoins et de ses envies, de l'accompagner. Donc, ça peut être un accompagnement sur 10, 20, 30, 40 minutes, le temps qu'il lui faudra. En tout cas, ce temps puisé avec l'adulte lui permet d'être tranquillisé, lui, de savoir qu'il y a quelqu'un auprès de lui pour être à l'écoute de ses besoins et de pouvoir avancer en toute autonomie dans les apprentissages. Est-ce que vous mettez en place une autorité, entre guillemets ? Alors, je parlerai de cadre, mais pas d'autorité. De cadre. Un cadre, mais ça, c'est indispensable à tout enfant, à tout adulte, enfin à tout le monde. Sans cadre, l'enfant est perdu et nous l'exprime assez facilement aussi. Donc, il y a 5 règles dans l'école qui ne sont pas non plus « je prends soin de moi et des autres ». Je me déplace en marchant, je parle à voix basse et je respecte le matériel et j'utilise comme on me l'a présenté. C'est tout. Donc les nouveaux arrivants parfois nous disent « Oh là là, il n'y a pas beaucoup de... On fait ce qu'on veut ici. » Ah, des nouveaux arrivants qui étaient en école publique par exemple, pardon. Oui, ça les change un peu quand même. Mais parce que on n'a plus besoin de lever la main pour aller aux toilettes. C'est un besoin naturel, oui, va aux toilettes. D'accord. David Roux, est-ce que ces familles qui pratiquent l'éducation à domicile et puis ces écoles aussi, est-ce qu'elles sont contrôlées ? Oui.
Comment ça se passe concrètement? Deux manières de contrôle assez différentes, selon que l'on est dans l'instruction à domicile ou les établissements privés hors contrat. Bon, sans rentrer dans les détails de la législation, disons que pour l'instruction à domicile, il y a un contrôle qui est annuel. Donc chaque année, au domicile des familles, les binômes d'inspecteurs de l'éducation nationale vient vérifier qu'il y a bien une instruction. Alors, soyons clairs là-dessus. On parle bien, on se situe dans un cadre de liberté de l'enseignement. Il ne s'agit pas pour nous d'aller valider ou ne pas valider des méthodes pédagogiques. C'est le propre de la liberté de l'enseignement. Par contre, qu'il y ait une instruction qui soit donnée, oui, là nous le vérifions. Donc il y a un échange avec la famille, un échange avec les enfants. C'est un moment de stress, Madame Simbaud, pour vos enfants? Au début, oui, mais ça se passe vraiment bien avec des gens bienveillants et qui, en général, ont envie justement d'en savoir plus. Donc, ça l'est plus. On vérifie qu'il y a du matériel pédagogique à disposition des enfants, qu'il y a un cadre, effectivement, qu'il y a un certain nombre d'heures qui sont dédiées à l'étude, et puis d'autres à d'autres activités, parce que ça fait partie aussi d'un équilibre et d'un tout. L'autre aspect consiste à regarder la réalité des apprentissages à travers les productions des enfants, à travers un certain nombre d'échanges avec eux, de petits tests éventuellement, en fonction quand même du parcours qui a été le leur. C'est pas des pièges que nous venons tendre aux enfants là-dessus. On part vraiment des progressions pédagogiques qui ont pu être mises en œuvre dans le cadre de l'instruction. Ce qui est très important pour nous, puisque c'est un contrôle annuel, c'est de vérifier que d'une année sur l'autre, il y a une progression. Plus que le résultat brut atteint une année N, c'est bien de voir si d'une année sur l'autre, on s'aperçoit que l'enfant progresse, ce qui assure l'instruction. Voilà. Pour les établissements hors contrat, juste, c'est une autre procédure. Donc un établissement est contrôlé systématiquement la première année de son ouverture, ou bien lorsque il modifie son projet pédagogique, ce qui a été le cas d'ailleurs de votre école récemment. Et puis, au moins une fois tous les 5 ans, nous faisons à nouveau une visite. Christelle Brianchon, vous avez déjà ouvert 2 crèches à Limoges, dont Paul et Zoé. C'est des crèches avec un taux d'encadrement supérieur à la normale pour les enfants. Et vous allez bientôt ouvrir une école alternative à Limoges en septembre 2020. Dans le même esprit, effectivement. Sur quelle méthode, en fait, vous allez vous baser pour cette école? On est sur plusieurs pédagogies, puisqu'on part du principe que quand on fait une seule pédagogie, peut-être qu'on peut se fermer à ce qui peut se proposer ailleurs et toutes les nouvelles neurosciences qui sortent. Voilà. Donc, on a du Montessori. Effectivement, le matin, on serait sur une ambiance plutôt Montessori avec du matériel autocorrectif. Et l'après-midi, plus sur des projets. Donc, des projets linguistiques, donc l'anglais qui a une place dans cette école. Écologique, puisque ça semble aussi naturel que l'enfance ait un respect de la nature et qu'on le reconnecte un petit peu avec cet environnement. Également sportif, artistique. On réintègre le mouvement dans l'enseignement, puisque le mouvement, c'est le vecteur de la vie. Quand vous êtes au téléphone, vous griffonnez sûrement sur le coin de votre cahier ou vous bougez rapidement votre crayon ou votre genou. Oui, parce que le mouvement, en fait, vous rend, si je puis dire grossièrement, plus intelligent. Et ça, c'est pas possible dans l'école classique? Alors, c'est plus compliqué? Alors, c'est plus compliqué parce qu'on a besoin aussi d'un enseignement où on est sur une chaise, où on écoute aussi. Alors, on essaye d'introduire des choses, mais qui ne sont pas suffisantes. L'enfant a besoin d'un vrai mouvement. S'il a envie d'apprendre une poésie en faisant le poirier, surtout laissez-le faire. Vous êtes d'accord avec ça, Madame Bourrin? Pas complètement. Pas complètement. Pourquoi? Parce que le mouvement peut effectivement favoriser l'apprentissage, mais il peut aussi empêcher l'apprentissage. C'est-à-dire que la privation de mouvement permet justement la concentration de l'attention et la possibilité de développer un autre mode de fonctionnement. C'est-à-dire quand vous vous privez d'une fonction sensorielle, vous augmentez les autres fonctions sensorielles et le mouvement rentre dans ces choses-là. Et en particulier, actuellement, on peut constater qu'une partie de l'impulsivité des enfants est liée à l'usage des jeux vidéo. C'est-à-dire que ce qui a changé dans les jeux vidéo, ce n'est pas leur violence, ce n'est pas toute cette dimension-là, c'est la motricité des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'autrefois, quand un enfant voulait faire pan, il faisait comme ça et on n'avait pas l'impression d'avoir une arme en face de soi. Maintenant, il mime complètement le mouvement parce que le mouvement est intégré au corps. Et on donne donc au corps une place qui n'est pas la sienne par rapport à la pensée. C'est-à-dire on enlève à la capacité d'abstraction de la pensée un certain nombre de choses. Ça peut aider à captiver l'intérêt de l'enfant parce qu'il se trouve que c'est plus intéressant, mais à longue échéance, ça diminue la capacité d'abstraction. Est-ce qu'on
qu'on peut savoir si notre enfant est fait pour le système scolaire classique, Christelle Briançon, ou pas? Alors, en fait, tout simplement, il faut mesurer son épanouissement. C'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas mesurable. C'est compliqué de se dire, alors, tu te sens comment d'une échelle de 0 à 10? C'est impossible, ce n'est pas mesurable. Donc, à l'école classique, je dirais, ça n'existe pas, cette échelle. Sauf que quelqu'un d'épanoui est forcément productif. Alors que quelqu'un de productif n'est pas forcément épanoui. Et là, ça change tout. Notre société a toujours besoin, c'est dans l'utilité sociale, d'avoir des personnes épanouies. Au contraire, c'est même un trésor pour l'humanité. Il faut cultiver ça. Quand votre enfant est épanoui, il devient extrêmement productif et surtout dans son domaine de compétences. Donc surtout, faisons du lien avec l'enfant, donnons-lui la possibilité humaine et au niveau de l'équipe d'avoir un lien avec l'enseignant, d'être dans un environnement sécure, naturellement. Après, dans votre école, vous allez prendre en charge les enfants jusqu'à 12 ans. Qu'est-ce qui se passe justement s'ils doivent rejoindre un collège classique après? Est-ce qu'ils sont préparés? Alors oui, parce qu'en fait, quand on travaille dans cette optique où on donne des outils à l'enfant pour la gestion de conflits, on va pas juste travailler sur un quotient intellectuel, on va travailler sur un quotient émotionnel, on va lui donner des outils. C'est ça presque qui manque quelquefois. Comment faire pour gérer un conflit? Comment faire pour demander quelque chose à quelqu'un sans le contrarier? Comment faire? Tout ça, c'est des choses qui sont en fait très difficiles pour l'enfant quand il arrive à l'adolescence, en plein boom au niveau de ses hormones, de lui dire bon courage. Voilà. Stéphanie Simbaud, le fait de ne pas scolariser vos enfants et de les laisser apprendre par l'expérience finalement, est-ce que ça a changé, vous, votre façon d'enseigner? Vous êtes professeur de français. Oui. Qu'est-ce que ça a changé, vous? Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé ma pédagogie. C'est-à-dire que j'ai mis le théâtre au centre de mes cours de français. C'est-à-dire j'ai même dans mon établissement une salle avec une scène, avec un rideau. Et ça, votre hiérarchie vous a suivi? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Ça existe. Pourquoi bien sûr? Parce que ça existe en plein d'établissements. Plein d'établissements. Et puis, vous avez employé au tout début de cette émission le mot frontal. La pédagogie frontale, elle est de moins en moins une réalité. C'était une réalité peut-être... Oui, ça l'a été. En tout cas, c'est une représentation que l'on peut avoir de l'école, même si, quand on regarde un petit peu les pères fondateurs de l'école au XIXe siècle, c'était peut-être moins frontal que ce que parfois on a pu en garder comme image ou représentation. Mais c'est vrai qu'il y a un encouragement à travailler par groupe, par petits groupes, à développer différents projets. Homogène. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec un enseignant qui est dans cette pédagogie, qui est dans cette dynamique, vous n'êtes pas sûr que l'année d'après, vous tombiez sur quelqu'un qui ait la même dynamique. Non, de plus en plus quand même, il y a des projets d'établissement, justement, qui intègrent cette dimension-là. Et un projet d'établissement, il vaut pour l'ensemble des équipes éducatives. Mais les convictions personnelles des enseignants sont quand même... Et certains enfants sont angoissés par une pédagogie comme celle que vous décrivez. C'est-à-dire que ça n'est pas non plus la panacée. Il ne faudrait pas sortir de cette émission avec l'impression qu'il y aurait une panacée extraordinaire pour apprendre qui serait l'alternatif. Alors justement, il y a des enfants et des familles pour lesquels l'alternatif ça ne fonctionne pas. Très bien. Et il y a des gens pour lesquels ça ne fonctionne pas. Le respect du rythme de l'enfant, selon moi, ça convient à tous les enfants. Alors, est-ce que l'éducation nationale, peut-être, doit s'inspirer de ces méthodes alternatives? Elle s'inspire déjà. Et davantage, peut-être? Je pense qu'elle se cache moins. Enfin, moi, j'ai des amis qui sont dans l'éducation nationale et elle se cachait il y a quelques années encore quand elle faisait des ateliers Montessori. Elle ne se cache plus. Non. Absolument. Est-ce qu'il faut une formation spécifique, peut-être, pour les enseignants en général? Elles sont données. Je veux dire, dans le cadre de la formation initiale des enseignants au sein des SP aujourd'hui, il y a ce qu'on va appeler rapidement, disons, une partie tronc commun à côté, alors je parle pour le second degré, des formations strictement disciplinaires, qui permettent de se situer aussi à l'intérieur d'un ensemble de travaux. On m'a parlé de 15 minutes d'enseignement alternatif. Il y a aussi des systèmes quand même dans lesquels tout à l'heure vous parliez de donner à l'enfant la possibilité de résoudre lui-même les conflits, de trouver des solutions. Oui. Je trouve que dans l'enseignement ordinaire, on construit des systèmes qui leur permettent déjà de construire la société dans sa globalité. C'est-à-dire, par exemple, on va mettre des interprètes, on va mettre des chargés du lien entre autres. Dans toutes les écoles, dans toutes les classes? Pratiquement dans toutes les écoles actuellement. Il y a des délégués pour le harcèlement. Des 3 ans? Il y a je ne parle pas des 3 ans, non. C'est important d'y aller dès le début. Je parle de ce que je connais le mieux, qui est les lycéens, mais ça n'empêche pas que l'éducation nationale... Mais malgré tout, l'adolescence, on est au moment où on a un plein boom. C'est pas au moment où le bateau coule qu'il faut apprendre aux enfants à nager. En fait, il faut
dorénavant, ceci étant, le travail sur la coopération entre enfants, il est inscrit noir sur blanc dans les objectifs de l'école, en tout cas de l'école obligatoire, donc à partir de 6 ans. On n'est pas tout à fait à l'adolescence. Il me semble qu'en périscolaire, les cours de récré, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en pratique ou qui ne peut pas être mis en pratique, ne serait-ce qu'au niveau de vos effectifs. Si c'est mis en pratique au niveau, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la même cour de récréation qu'on était il y a quelques années seulement. On n'est plus du tout dans ces cours de récréation. On disait à un enfant, il t'a battu, défends-toi. C'était la formule qu'on employait. Ça n'existe plus. Maintenant, on essaye de trouver et de permettre à l'enfant. C'est-à-dire que ce que vous disiez, c'est la différence, elle est que l'adulte, dans la pédagogie que vous présentez, devient l'élément de référence et donne à l'enfant une méthodologie pour construire son mécanisme de défense. Je dirais que dans l'éducation générale, le fait du groupe fait qu'on amène davantage l'enfant à trouver son type de réponse. C'est lui qui le trouve. Avant et c'est de pas travailler dans le groupe, construit. il faut d'abord travailler dans l'individualité de l'enfant. Mais ça ne s'oppose pas. Ça s'adresse à des gens différents. Stéphanie Simbaud. Moi, je voulais juste dire que c'était pas non plus une réussite pour tous les enfants. C'est ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que ce moyen-là d'autodéfense à travers le groupe, il y a beaucoup d'enfants malheureux dans le système classique, quoi qu'il en soit. Donc il y a bien différentes façons de faire, justement, pour que chacun Il y a aussi des enfants malheureux dans l'alternative. Justement, David Roux, à Cieux, en Haute-Vienne, il existe un collège expérimental pour des enfants qui sont en rupture scolaire. Est-ce que cela permet de pallier aussi les manquements peut-être de l'éducation nationale envers ces élèves qui sont en rupture scolaire ? Alors, bon, c'est un cas très particulier, avec des enfants, effectivement, qui ont des parcours individuels qui sont très, très spécifiques. Très spécifiques. Bon, il y a aussi un tout petit effectif d'élèves, ce qui peut faciliter la prise en charge par les personnes qui mènent cet établissement. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose de généralisable. Merci beaucoup. On le voit que ce débat, en tout cas, est foisonnant. Il y a plein d'idées encore à faire jaillir. C'est déjà la fin de cette émission, malheureusement. Merci à tous les 5 d'avoir participé. Merci. Vous pouvez d'ailleurs revoir cette émission sur notre site internet na.france3.fr. Tout de suite, c'est votre Flash Info avec Christophe Baudin. Dimanche prochain, vous retrouverez Anaïk Demars pour un nouveau Dimanche en politique consacré aux élections européennes. Très bon dimanche à tous et merci encore à vous 5. Merci.